Poésie sur parole, magazine. Pierre Lartigue, vous publiez un livre au titre un peu ésotérique, L'hélice d'écrire, et avec pour sous-titre La sextine. Alors je voudrais que vous m'expliquiez d'abord ce qu'est la sextine et pourquoi vous en êtes venu à intituler votre livre L'hélice d'écrire. C'est une forme poétique qui a été inventée au XIIe siècle par un troubadour de Ribérac, Arnaud Daniel, qui est un des plus grands troubadours. Et c'est une forme, j'ai intitulé ce livre L'hélice d'écrire, parce que c'est une forme qui semble faire tourner les mots de la langue comme une hélice dans l'eau. D'autre part, c'est une forme qui apparaît, et cela m'amuse beaucoup, au moment où les moulins à vent font leur apparition, et également au moment où, dans les églises romanes, les sculpteurs travaillent l'entrelac dans les chapiteaux, c'est-à-dire tout ce tressage des formes. La comparaison avec le moulin à vent, d'ailleurs, n'est pas arbitraire, puisqu'il y a une citation de Folquet de Marseille qui est tout à fait explicite, qui dit que la chanson sans musique est comme un moulin sans eau. Donc, j'aime avoir ce rapport entre les objets, les formes d'art parallèles et la sextine. Alors, une forme qui naît au cœur du trobar, qui est cet art des troubadours, qui est de composer avec la musique. Alors, il faut que je donne une définition de la sextine, parce que c'est un poème de 6 strophes, de 6 vers, reposant sur 6 mots rimes, qui tournent selon une permutation telle qu'une 7e strophe redonnerait l'ordre de la première strophe. Je peux donner l'exemple de permutation des mots rimes de la sextine d'Arnaud Daniel. Ils sont entre, ongle, âme, verge, oncle, chambre. À la seconde strophe, nous aurons chambre, entre, ongle, verge, âme, âme, chambre, verge, entre, oncle, âme, ongle, chambre, entre, verge, etc. Alors là, peut-être en réduisant à la formule des mots rimes, l'auditeur peut déjà se faire une idée de ce qu'est l'appareil sonore de ce poème. Dante, la sextine à la dame Pierre, les mots rimes sont ombre, colline, herbe, vert, pierre, dame. Aux journées courtes, au grand cercle d'ombre, me voici parvenu. Au blanchir des collines, alors qu'elles perdent leur couleur et leur herbe, mais mon désir demeure toujours vert, de m'être enraciné dans cette dure pierre qui parle et qui s'émeut comme fait une dame. Semblablement superbe, cette dame reste toute gelée comme la neige à l'ombre, et n'est pas plus émue que ne semble la pierre par le temps doux qui chauffe les collines et les fait retourner de la blancheur au vert, les recouvrant de fleurs et de petites herbes. Lorsqu'elle a sur la tête une guirlande d'herbes, elle écarte de nous toutes les autres dames, car blonde, crépelée, sa mèche se mêle au vert, si bien qu'amour y vient se mettre à l'ombre, lui qui me prit dans de si petites collines, plus fort encore qu'en son ciment la pierre. Sa beauté a plus de vertu qu'une pierre, ses blessures, on ne peut les guérir par des herbes. Aussi me suis-je enfui par plaines et collines, pour pouvoir échapper à si puissante dame. À sa lumière, impossible d'opposer l'ombre du coteau, ni du mur, ni du feuillage vert. Je l'ai vue naguère toute vêtue de vert, telle qu'elle eût communiqué aux pierres l'amour que je portais jusqu'au pied de son ombre. Aussi l'ai-je priée en belle prairie d'herbe, aimée comme jamais ne le fut autre dame,
tout entouré de très hautes collines. Mais ils retourneront les fleuves aux collines avant que ce petit bois molle et vert ne prenne feu comme naguère une dame. Pour moi qui me contenterai de dormir sur la pierre tout mon temps ou d'aller paître l'herbe dans le seul but de voir où ses robes font ombre. Lorsque les collines plus noires rendent l'ombre, sous un beau verre, la jeune dame la fait glisser comme la pierre sous l'herbe. Et alors, quel était le charme particulier de ces sextines? Et également, quelle a été la faveur qu'elles ont pu connaître? Alors, le charme de ces sextines est que c'est un poème qui formellement représente sans doute le diamant des formes du trobar, puisque c'est un poème qui résout, sans qu'on soit à l'époque capable de poser un problème mathématique très difficile qu'on posera au XXe siècle, qui est la permutation des dans les ensembles finis. Et alors sa fortune est tout à fait extraordinaire, puisque on n'écrira que 4 sextines au temps du trobar, au temps des troubadours, mais cette forme passe en Italie grâce à Dante, et à travers Dante et Pétrarque va diffuser dans toute la poésie de l'Europe puis d'Amérique. Et la sextine a cette particularité qu'elle est la seule forme des troubadours qui est toujours vivante aujourd'hui. Toutes les autres ont quand même plus ou moins, on peut dire, disparu, mais la sextine, comme une sorte de Nautilus de Jules Verne, a disparu un moment dans la tradition poétique européenne, mais elle a fait réapparition au XIXe siècle. On dirait même qu'elle est en pleine expansion aujourd'hui. Oh, ça c'est extraordinaire, parce que alors aujourd'hui, moi j'en reçois de tous les côtés. Je viens d'en recevoir 80 du Brésil. Alors, j'en ai trouvé, très curieusement, je les trouve dans les ports principalement, ce qui conforte l'impression du Nautilus, puisque j'en ai trouvé à Barcelone, Brossa, oui, parce qu'elles abordent uniquement dans les ports. Mais écoutez, non, mais je dis cela, il me semble que c'est une hypothèse farfelue, mais enfin... Non, mais si on remonte dans le temps, ce qui est vrai, qui est tout à fait surprenant, c'est la vitesse de communication entre les différentes langues. On voit à quel point une sextine écrite à tel endroit en Europe trouve un écho très rapide dans une autre langue à des centaines, voire des milliers de kilomètres de là. Oui, il y a là une forme qui est fixe, qui est une merveille, et cette merveille se passe de main en main. Alors, vous dites, elle trouve à passer dans toutes les langues, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les difficultés qu'elle a à pénétrer dans certaines langues. Et je trouve particulièrement intéressante la sextine, parce qu'elle nous pose, à nous, Français, un problème qui est au cœur de la poésie française. C'est que notre poésie a privilégié le retour proche de la rime, n'est-ce pas? Nous avons une poésie qui est construite sur des laisses monorimes au début au XIIe siècle, par exemple, et il y a cette espèce de retour du même qui nous permet de bien nous enfoncer ça dans l'oreille. Hein? Or, la sextine pose un problème qui est du retour lointain du même, c'est-à-dire qu'elle joue du proche et du lointain. La tradition poétique française va se dresser contre la sextine et va lui barrer la route au XVIe siècle. N'est-ce pas? Du Bellay et Ronsard veillent à ce que la sextine ne s'installe pas en France. C'est une bataille qui se livre. Alors, aujourd'hui, où nous avons la plus grande estime, bien sûr, pour notre tradition, mais il est aussi intéressant d'aborder notre tradition par ce qui la combat pour l'enrichir. Et avec la sextine, nous sommes au cœur du débat musical de la poésie française. Mais comment vous expliquez ça, cette résistance? On avait peur que la poésie prenne trop d'espace? Non, on avait peur... notre poésie ne permet pas un espace plus grand que 2 vers entre 2 retours de son. C'est-à-dire que les Français, qui sont peut-être déjà fort soucieux de la clarté de l'expression,
ne sont pas prêts à des aventures qui reposent principalement sur l'inconscient, c'est-à-dire de retarder comme ça longtemps le retour du son. Ils n'y croient pas. C'est-à-dire que lorsque Pontus de Thiard va écrire des sextines, il va surimprimer un système de rimes au système de permutation des mots rimes. C'est-à-dire il faut calmer le jeu et il faut que l'oreille française soit satisfaite par une musique plus simple. Et alors après, lorsque Malherbe achèvera de donner à notre poésie ses règles les plus strictes et peut-être du même coup achèvera notre poésie pour un temps, nous aurons réaffirmé ces principes du retour de la sonorité et c'est aussi le principe de la clarté de ce que l'on énonce. De Barnabé Barnes, un exemple de furie anglaise. Les mots rimes sont forêt, soupir, colline, appris, larmes, visage. Vous que je déteste, champs et forêts, où se répandent en vain mes soupirs, vous, pierres et rochers, sourdes collines, mes plaintes à parler vous ont appris, vous, rivages de sable sec, mes larmes ont su mouiller, laver votre visage. Regardez, apprenez sur mon visage ce que la foudre fait dans les forêts. Si vous voulez savoir verser des larmes ou fondre en poussant de nombreux soupirs, vous l'aurez bientôt de moi-même appris. Pour cela, je m'assieds au pied des collines. Et frappant avec mes bras ces collines, à terre je colle mon pauvre visage. Les brebis qui par moi ont appris à bêler errent parmi les forêts, les coups de vent imitent mes soupirs, et les aurores font fleurir mes larmes. Mais vite, elle, qui devrait voir mes larmes, elle est partie dans les hautes collines, elle me voit languir en de si longs soupirs, elle voit enfler mon pauvre visage, et pourtant m'abandonne à ces forêts, où les sentiers solitaires ont appris mes tourments et le réconfort des appris. Ces chagrins, ces soupirs, le sel des larmes vont à la solitude des forêts. Ces cris s'accordent aux sourdes collines. Les larmes conviennent à ce visage. Et tout cet air n'attend que des soupirs. Consumés, consumés dans ces soupirs de si grands chagrins, vous les avez appris et ils sont imprimés sur votre visage en rides creusées par de nombreuses larmes. Vous, pierres et rochers, hautes collines, vous, les plages de sable et les forêts, contenez la mer salée de mes larmes. Ô vous à qui je n'ai rien d'autre appris que grondement de larmes, triste soupir. Pierre Lartigue, une des caractéristiques de la sextine, c'est qu'il ne s'agit pas de rimes, mais de mots-rimes. C'est quand même quelque chose de tout à fait particulier, ce qui, pour la traduction, permet peut-être, je dirais pas que ça simplifie, mais en tout cas, c'est moins compliqué certainement que les rimes traditionnelles. Parce que une fois qu'on a déterminé les mots-rimes, ils reviennent tout du long de la traduction. Et dans ce livre, vous avez pratiquement traduit toutes les sextines que vous présentez de diverses langues, du portugais, je me suis fait aider pour le portugais, pour le russe, bien sûr, et l'allemand, que je ne pratique pas, mais les autres, oui. Vous savez, c'est une facilité illusoire, parce que déjà, ce problème des mots-rimes, ce sont des mots-rimes, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des mots qui riment entre eux, puisque ce sont les 6 mêmes mots qui reviennent, écarte tout de suite de la traduction un certain nombre de poèmes, parce qu'il y a des jeux de mots qui ne sont quelquefois pas possibles d'une langue à l'autre et qui nous obligent à abandonner la partie. Cela reste aussi très difficile, à mon avis. Enfin, c'est comme ça que je l'ai éprouvé moi-même, parce que dans la traduction,
il faut arriver à jouer avec les 4, 5 ou 6 sens de ce mot dans l'autre langue, c'est coton. Elizabeth Bishop. Les mots rimes sont maison, grand-mère, enfant, poil, almanach, larmes. La pluie de septembre tombe sur la maison. Dans la lumière finissante, la vieille grand-mère est assise dans la cuisine avec l'enfant, et tout près du merveilleux petit poêle, elle lit les histoires de l'almanach, riant et bavardant pour cacher ses larmes. Elle pense que l'équinoxe de ses larmes et la pluie qui bat le toit de la maison étaient choses prévues par l'almanach, mais seule peut le savoir une grand-mère. La bouilloire de fer chante sur le poêle, elle coupe du pain et dit à l'enfant « C'est l'heure du thé à présent ». Mais l'enfant regarde la bouilloire, les petites larmes dures qui dansent follement sur le poêle brûlant et noir, comme la pluie sur la maison. Voici qu'elle range tout, la vieille grand-mère, et elle raccroche le sage almanach à sa ficelle. Comme un oiseau, l'almanach volette mi-ouvert au-dessus de l'enfant, volette au-dessus de la vieille grand-mère, et sa tasse de thé, brunes et sombres larmes. Elle tremble et dit qu'elle trouve la maison plutôt fraîche, et elle met du bois dans le poêle. Il fallait que cela soit dit, fait le poêle. Je sais ce que je sais, dit l'almanach. Avec des crayons, l'enfant dessine une maison rigide et un chemin sinueux. Puis l'enfant pose un homme avec des boutons comme des larmes, et il le montre fièrement à la grand-mère. Mais secrètement, tandis que la grand-mère s'affaire en tournant autour de son poêle, de petites lunes s'échappent comme des larmes et glissent des pages de l'almanach dans le parterre de fleurs que l'enfant a placé soigneusement devant la maison. Voici le temps de planter les larmes, dit l'almanach. La grand-mère chante pour le merveilleux poêle et l'enfant dessine une impénétrable maison. Au fond, la sextine, même aujourd'hui, j'ai entendu quelques échos, quelques réflexions sur la sextine, les gens, souvent, disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette forme qui est fort difficile, qui est une contrainte absolue et qui aurait tendance à vous entraîner vers le charabia, quoi, hein. C'est-à-dire, on est en train de suspecter tout de suite la forme de venir troubler la clarté du discours. Or, la clarté du discours n'est pas, je crois, ce qui fait l'essentiel de la poésie. Et vous, personnellement, vous avez encore étendu cela, parce que vos strophes à vous sont beaucoup plus longues, elles ne font pas 6 vers. Oui, avec mes amis Lionel Rey, Jacques Roubaud et Paul-Louis Rossi, nous avons jadis écrit pour nous entraîner chacun une quatorzaine, qui était bien sûr 14 strophes de 14 vers de 14 syllabes sur 14 mots rimes. Et puis j'ai poussé jusqu'à la 18e. Mais je voudrais, parce que tout de suite on est étonné de cette espèce d'exploit que ça représente. Oui, bon, d'une certaine façon, ça représente un exploit, mais écrire un poème représente toujours quand même quelque chose d'assez difficile. Mais ce n'est pas pour l'exploit que j'ai fait cela. Pour ce qui est de la 18e, qui s'intitule « Ce que je vous dis 3 fois est vrai » et qui a été publié jadis avec des dessins de ta pièce, cela correspondait
à une chose que je ne vais pas raconter, mais qui est de ma vie intime, en un moment fort difficile de cette vie et où j'avais l'impression de changer. Eh bien, cet exercice qui était d'écrire sur 18 mots qui m'étaient clés pour moi, était quelque chose qui m'entraînait vers un changement de vie et une modification profonde aussi de ma manière d'écrire. Donc, c'est quelque chose qui engage profondément l'être dans la poésie, et non pas un exercice. On parle toujours d'exercice formel, je ne vois pas comment, en poésie, on ne peut atteindre au naturel autrement qu'en passant par l'artificiel. C'est un extrait de la 18e dont les mots rimes sont nu, nuit, bois, attise, larmes, fureur, ombre, robe, pierre, herbe, noix, ongle, clé, lame, gui, dalle, mer, gel. On retrouve d'ailleurs dans ces mots rimes certains mots rimes que l'on a entendus chez Dante. Je lirai les 4 dernières strophes de cette 18e. Le curieux bois de charme au fond de la vallée close. Comme Robinson Crusoé avec son parasol de poil, l'image m'obséda longtemps. Il vient s'asseoir nu sous les figuiers où la lumière racle et trie. On croirait qu'un peigne glisse au cœur des eaux, les écarte. Belle armée bouillant d'impatience, poussière pure montée. Au bois, les particules tombent comme des pignes, graines isocèles, noix minuscules, flocons, plumes éparpillées sous les platanes. Je les happe, saumon, saute vers la source, rivière volante. L'air berce mes voyages de bulles sèches, ballons entre l'aube et la nuit. Tout sera fécondé. Le songe ramène au même lieu où fureur, mèche, vent d'orage, les pollens collent des nappes de soufre. La magie de la rosée viendra, mystère du fer battu, joie du gui, et nous avancerons de méprise en maîtrise jusqu'à la voûte verte, sombre, source sans fond. Un mur dresse droit sa grande bosse, vérité nue. Serait-ce la paroi jusqu'au ciel, ce gonflement amer de la pierre impénétrable? Nada. Plus rien, ni appel, ni fuite vers la mer. Et notre destin d'errer seul, craignant la mort de tous, rongeant nos ongles, alors que la beauté saute, bouffée fraîche à nos visages. Attise ton sang, dites 2 en 1 luisent d'une flamme égale, qu'ils attisent par 1000 petits mots qu'on ne comprendra pas, le charme de sa robe. Et lui va comptant 3 par 3, tremblant de tous ses membres jusqu'à l'ongle. Je t'arrache à toi vivante, dit-il. Je veux ta voix tombée d'Alice, je veux tes yeux, je veux ton cœur, ô ton cou coupé par la mer, fuir ou m'enfouir dans le puzzle de tout ton corps, te voler, toi, ta clé, tes mouchoirs, musique brèche, herbe, buisson ou disparaître, pis, air blanc dessous. Surtout ne pleure pas, viens amour, sois, sèche tes larmes d'avance, superbe de ton refus. Comme les eaux brillent, mets-toi nu, on ne peut pas nous voir, on nous verra. Cette pierre est agate, bois les sons en haut des roches, dents si claires, fils éblouis, craches nombreuses, tu viendras là, et toute la nuit les eaux, les aubes nous noieront sous leur toit, sous la peau de tigre de la mer, sous la longue vague immensité, hanches, épaules chaudes, nappes douces qui s'étirent. J'ai la sensation d'être entier dans ta bouche, flotter, flouer, ta voix. La mémoire échafaude meurt, sort, nage, dort sous le fêtage d'eau vert bleu. Écoute voir mes rois couplés, mes reines. Ajoute ma fureur, moelle, flamme de l'amour-joie, meurs, vis, jouis, que sans fin soit la nuit. Un mur avec des bruits de tourment peut-être, mais la nuit vraie, la nuit comme une chemise ouverte, un meuble rempli de parfums qu'on attise. N'oublie pas,
Le monde est une bouche fermée. Cœur à cœur dit fureur le jour à goût d'orange, la mâchoire serrée girofle, et vous, robes, écoutez-moi. Bientôt je viendrai dans vos plis interroger les herbes, et, Dieu qui l'eût cru, ce sera ma confession. Dans cette attente, on glisse de vers en vers parmi les paroles dérobées pures. Là, mon désir est d'autres images. La neige tombe sur l'herbe, les dalles, les couvercles. Nous pourrions, lance une dame, profiter de ce gel afin d'en dresser une vraie montagne, puis, rivalisant de mérite, prédire quand tout sera fondrière. Seille ne peut déguiser son désir de voir cette eau glacée briller très tard. J'ai vu l'arc léger de son pinceau trembler d'émoi. La neige s'éparpille. Encre noire, je lis les notes de chevet sur l'avoine, l'opale ou la pierre qu'écrase la roue. Près d'un pont fait d'arbres auxquels on laisse leur sombre écorce, les fleurs de la ronce écloses en profusion sont belles. L'armoise, je l'entends 1000 ans plus tard qui parle de l'oseille des bois, lorsque tombe le soir où vont les hommes d'escorte en grande tenue.